avancées technologiques qui permettent de production en grande quantité, au moment où certains pays ont dépassé même le stade de la nécessité alimentaire, de vivre dans l'abondance. Si on était bien organisé, on devrait pouvoir arriver à l'élimination de la pauvreté. Malheureusement, le problème reste entier. Nous avions un problème, moi j'avais un problème avec ce fonds, parce qu'il avait été question de placer ce fonds en WACF, WACF étant une opération qui consiste à placer les fonds dans une banque ou enfin pour obtenir une rémunération de l'argent. Et c'est le produit du placement qui est utilisé dans la lutte contre la pauvreté. Je dis très simplement que même si on a eu les 10 milliards de dollars, au mieux ça ne pourrait rapporter que 6%, c'est-à-dire 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars, c'est très peu de choses par rapport aux besoins des pays et des populations de la Oumma. Et qu'il fallait intervenir donc directement dans les projets de lutte contre la pauvreté. Finalement, nous nous sommes entendus sur une forme de WACF, non pas placer les fonds, mais financer une activité qui produise des revenus. Et le président de la Banque islamique de développement et moi-même, nous sommes convenus de faire la première opération de WACF ici au Sénégal. Nous allons construire un grand immeuble là où il y avait la BNDES aux frais de la Banque islamique qui va. Moi, je donne simplement le terrain. Nous avons prévu un immeuble de 18 étages qui sera loué et tous les fonds de location seront consacrés à la construction des cases des tout-petits. Ça, c'est une bonne chose. Donc, en permanence, pour la durée de l'immeuble, nous aurons des fonds pour financer la case. Cette forme de WACF est une très bonne forme. Ça vaut bien mieux que de consommer l'argent une bonne fois pour toutes. Donc finalement, nous avons réussi à nous entendre et maintenant je fais la propagande pour cette forme de WACF. C'est une notion musulmane de gestion de biens qui existe d'ailleurs un peu dans le droit français. Voilà donc, je lui ai rendu compte que maintenant j'étais devenu un militant du WACF et que sous cette forme-là, nous allons faire initier dans les autres pays africains de la Oumma des programmes de cette nature. Nous avons aussi parlé bien entendu de la Palestine et des initiatives que j'avais prises. Et en définitive, nous avons rappelé ce que nous avions fait ensemble pour le dialogue islamo-chrétien. C'était une visite d'amitié. J'en ai profité, bien entendu, pour faire la Umrah. À New York, j'insisterai sur 2 ou 3 aspects. La rencontre qu'il y a eu sur la Libye m'a permis de m'adresser une nouvelle fois à Kadhafi et de réexpliquer ma position. Et là, tout le monde m'a donné raison. Tout le monde m'a dit, mais si on vous avait suivi, si Kadhafi vous avait suivi, il n'en serait pas là aujourd'hui. Seulement, les gens ne lui ont pas dit la vérité. Ils ne pouvaient pas en sortir en résistant contre les bombardements de l'OTAN. Et il ne m'a pas suivi, je lui ai dit que je lui ai donné des conseils, il ne m'a pas suivi.
le 6 mars. Nous sommes parlé pendant 1h30. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai demandé d'abandonner et que nous soyons un certain nombre à nous adresser à la coalition occidentale pour arrêter les frappes et trouver pour lui des modalités pour se retirer. Il n'a pas entendu. De Circe, je lui ai dit la même chose. Et là, il me fallait donc m'adresser à lui en lui disant que, à mon avis, il fallait qu'il sorte du trou dans lequel il s'était mis. Que ce n'était pas très digne d'un chef d'État, d'abord. Et ensuite, ce n'est pas comme ça qu'il va pouvoir résoudre son problème. Il fallait qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il sorte. Bon, cela n'a pas été fait apparemment jusqu'à présent. Maintenant, nous nous trouvons dans une situation de guerre qui vient à la fin d'ailleurs, mais il y a eu énormément de pertes de vies humaines qu'on aurait pu éviter si tous nous avions fait, nous avions nourri le culte de la vérité pour le conseiller. On ne l'a pas fait, on l'a flatté, on a fait croire que, alors que ça ne pouvait pas marcher. Bon, je rencontre des collègues aux Nations Unies qui me disent, dans le fond, vous avez raison, oui, vous avez raison, mais c'était un peu trop tard. Je voudrais aussi insister sur mon intervention aux Nations Unies comprend beaucoup d'aspects, mais sur les questions de santé. Le ministre de la Santé m'avait bien expliqué l'enjeu des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Parce que je lui ai dit, Fada, si tu ne me dis pas quelque chose de clair, que je puisse moi-même aller expliquer, je n'aborderai pas cette question. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne veux pas jouer les médecins. Moi, je suis un homme politique, dis-moi des choses claires pour que je puisse définir une politique à l'égard de la santé. C'est ça mon rôle. Quelle politique sur la santé? C'est pas la peine de me donner des livres de médecine trop compliqués. Pour moi, je n'ai pas appris la médecine. C'est pas... Alors, il m'a bien expliqué, voilà. Très bien expliqué. Et moi aussi, j'ai bien expliqué. J'ai dit, et c'est pourquoi je vais vous expliquer. Il y a deux catégories de maladies, en gros. Les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Les maladies transmissibles sont portées par des vecteurs microbes, des agents exergènes de l'extérieur, par un microbe, un virus ou n'importe qui vient vous piquer. Ça, on transmet la maladie. Mais il y a des maladies qui ne sont pas transmissibles, qui ne sont pas dues à des microbes, rien du tout. Le diabète, un pancréas qui ne marche pas, un cœur qui flanche, des choses comme ça. C'est l'évolution même de l'organisme qui entraîne certains dysfonctionnements. Alors, une fois qu'on a fait ces deux distinctions, là, alors c'est là où moi, homme politique, j'interviens. Une fois que pour moi c'est clair. La première catégorie, il faut tout faire pour éliminer les vecteurs, les microbes, tout ça il faut les éliminer. Les virus. Comment les éliminer? La propreté, la prophylaxie. Il n'y a pas 150 considérations. Il faut les éliminer. Alors c'est pour ça que j'ai défini l'hygiène publique, à côté de l'hygiène médicale. L'hygiène publique a pour objet de répandre la propreté, d'éliminer tous les foyers où des vecteurs peuvent se développer. Il faut le faire.
une flaque d'eau, il y a des moustiques qui peuvent vivre là-dedans, il faut fermer la flaque d'eau. Un égout qui n'est pas étanche, il faut détruire les mouches, les choses qui sont comme ça. Donc c'est une politique contre les vecteurs qui transmettent des maladies. C'est une véritable guerre. Parce que ce sont des agents qui se promènent, qui volent, qui rentrent. Pour leur mener la guerre de manière intelligente, parce que nous avons l'avantage, nous, d'avoir l'intelligence. Alors c'est là, donc, où intervient l'hygiène. Avant que les personnes n'aillent à l'hôpital, il faut tout faire pour qu'elles n'attrapent pas les maladies. Alors tout ce que nous faisons dans le sens de la propreté va participer de cette question d'éviter les maladies transmissibles. J'ai toujours demandé au ministre de la Santé de mettre des écriteaux dans les hôpitaux. Visiteurs, évitez de serrer la main à vos malades. Dans l'intérêt des malades, évitez de le serrer la main. Mais bon, nous Sénégalais, on se serre la main à longueur de journée. C'est bien, c'est notre culture, mais il faut nous laver les mains. Mais si vous serrez la main, 50 personnes, vous allez à l'hôpital voir votre malade qui est poussé, qui a un pari, vous lui serrez la main, il prend quelque chose, il mange, il attrape quelque chose d'autre, la tuberculose ou je ne sais pas moi. Alors il ne faut pas aller voir un malade pour lui apporter encore des maladies. C'est pourquoi beaucoup de gens vont à l'hôpital et en sortent. Ils sont guéris de la maladie là, mais ils sortent avec d'autres maladies. Il faut qu'on fasse des efforts. La vie aujourd'hui n'est pas la vie de nos pères et de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Il y a un brassage quotidien, mais il faut prendre un certain nombre de soins. Et c'est pourquoi j'ai dit l'hygiène publique, il faut la confier aux parents. J'y crois. C'est-à-dire dans les quartiers, il faut qu'on les ménages sortent les ordures tous les matins. Alors si on fait un comité de femmes, sans considération de parti politique, parce que nous vivons ensemble, nous avons intérêt à ce que les microbes ne se développent pas chez nous. Donc les femmes, on leur dit, mais créez un comité du quartier et tous les matins, veillez à ce que toutes les ordures sortent dans la rue. Et si une femme qui ne sort pas, ces ordures, il faut aller l'obliger à sortir. Donc, si on fait ça, et si maintenant, à partir de là, l'État ou la commune fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire passer, ramasser les ordures et les amener dans les lieux de traitement, mais la propreté s'installe et on réduit le nombre d'agents qui est transmetteurs de microbes et de maladies. J'ai demandé au ministre Fada et aux partis politiques de l'initier, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais comme personnellement il ne m'a pas encore sollicité et que je suis un chef de parti, je suppose qu'il n'a pas encore commencé. S'agissant maintenant, donc là vous voyez la prévention est plus importante que, vous savez, on dit que courir après la cure, c'est-à-dire les soins. Vous laissez les soins et puis vous courez les soins. Vous attendez que les gens soient malades pour intervenir dans les cliniques, les hôpitaux. Il y a des gens qui soutiennent que s'il n'y a que ça, si on ne fait que ça, c'est même pas la peine de soigner les gens. Parce que globalement, il y aura autant de morts que de nouveaux malades qui rentrent. Donc, c'est un élément extrêmement important. Il faut que l'hygiène soit une hygiène sociale, que la société elle-même prenne en charge cette hygiène et que ça devienne un réflexe. Maintenant, il reste les maladies non transmissibles. Mais ça, les médecins, c'est là où nous avons besoin des médecins, qui vous disent, bon, pour éviter le diabète, faites ceci, faites cela. Je ne sais pas si le diabète est héréditaire ou pas, je ne sais rien.